Et si une simple vidéo, accessible à tous, était capable de fissurer les fondations du pouvoir en Afrique de l'Ouest? Imaginez un instant, une image, quelques mots, et soudain, tout un continent retient son souffle. Cette nuit-là, à Ouagadougou, la chaleur ne vient pas seulement du climat sahélien. Elle s'échappe des foules, de la tension, de l'attente. Des dizaines de milliers de personnes convergent vers la place de la Nation, ce cœur battant du Burkina Faso. On y retrouve toutes les générations, des anciens qui se souviennent des grandes luttes d'indépendance, des femmes drapées de pagne aux couleurs nationales, et une jeunesse à l'énergie vibrante qui brandit fièrement le drapeau à deux bandes rouges et vertes, l'étoile dorée en son centre. Dans une mer de drapeaux burkinabés s'entrelacent les bannières vertes de l'Alliance des États du Sahel, ou AES, ce nouvel ensemble régional qui défie l'ordre ancien. Les visages se lèvent, tendus vers l'écran géant dressé au centre de la place. L'ambiance est électrique, chaque regard trahit l'impatience. Soudain, la voix du président Ibrahim Traoré s'élève. Elle est posée, ferme, sans colère mais sans appel. Aucun pays étranger n'a le droit d'utiliser la religion comme prétexte pour menacer la souveraineté d'une nation africaine. La foule frémit. Ce n'est pas simplement la force de la déclaration qui impressionne, c'est la cible. Traoré ne parle pas à ses voisins nigérians. Il ne s'adresse ni à la CEDEAO ni à l'Union africaine. Il regarde droit vers la caméra et, à travers elle, vers le chef de l'État américain, le président Donald Trump. Ce choix n'est pas anodin. Il rompt avec des décennies de diplomatie feutrée, où l'on réglait les différends d'abord entre pairs africains, loin des caméras, avant de solliciter une médiation extérieure. Cette fois, le président du Burkina Faso choisit la lumière crue des réseaux sociaux et la viralité d'Internet pour interpeller publiquement le président des États-Unis. Mais pourquoi contourner le dialogue régional pour défier frontalement le chef de la première puissance mondiale? Le contexte est incandescent. À Washington, la Maison-Blanche évoque une possible intervention militaire au Nigeria, brandissant la nécessité de protéger les communautés chrétiennes. Cette affirmation fait écho à des rapports d'ONG et de groupes religieux américains qui parlent de montée des violences contre les chrétiens nigérians. Pourtant, à Abuja, le gouvernement dément formellement toute persécution organisée. Il explique que la réalité est plus complexe. Terrorisme, conflits fonciers, banditisme, tensions économiques. Pour les autorités nigérianes, il n'existe aucun plan systématique contre une communauté religieuse particulière. L'Afrique de l'Ouest retient son souffle. L'équilibre est sans fragile. Le moindre faux pas pourrait mettre le feu à une région déjà marquée par l'instabilité, les coups d'État et la fragmentation des alliances traditionnelles. Les souvenirs de crises passées, comme la guerre civile en Côte d'Ivoire ou les interventions étrangères au Mali et en Libye, pèsent lourd. Chacun sait que l'ingérence d'une grande puissance, même sous couvert de protection humanitaire, a toujours des effets imprévus et souvent dévastateurs. En quelques heures, la vidéo de Traoré fait le tour du monde. Sur TikTok, YouTube, Telegram, mais aussi sur WhatsApp, la presse panafricaine, les blogs d'opinion, le message est tant repris, commenté, remixé, traduit. Du Lagos à Bamako, de Dakar à Paris, la question se propage. Pourquoi ce geste? Que cache cette confrontation directe et inédite entre une voix africaine et une figure présidentielle occidentale? Derrière l'éclat de ce moment, l'enjeu est colossal. Si les Africains laissent ce message se perdre dans la cacophonie médiatique, ou s'ils laissent d'autres raconter leur histoire à leur place, ils risquent de perdre le contrôle de leur avenir. Ce n'est pas seulement une question de fierté nationale, il s'agit de souveraineté, de sécurité, de stabilité économique, du pouvoir de choisir sa propre trajectoire collective. Pour comprendre la portée de ce coup d'éclat, il faut remonter dans le temps, examiner les racines de la crise et dévoiler les forces invisibles qui s'affrontent en coulisses. Avant d'en arriver à cette nuit de tension, il faut se demander comment la crise a-t-elle éclaté? Qui tient vraiment les ficelles du jeu? L'histoire commence bien plus tôt, sur fond de rivalité ancienne, d'intérêts croisés et de lutte d'influence entre blocs géopolitiques. Que dissimule vraiment la crise proclamée autour des chrétiens du Nigeria? Sous les gros titres, la réalité est bien plus nuancée. Un jeu d'échecs géopolitique se met en place où chaque mouvement, chaque mot, chaque image compte. Tout commence avec une déclaration de la Maison-Blanche. Washington promet de défendre les chrétiens nigérians face à la montée présumée de violence. Aucun détail sur la méthode, aucune option exclue, pas même une intervention militaire. Ce flou n'est pas un oubli, il s'agit d'une stratégie bien connue pour maintenir la pression et laisser planer l'incertitude. Dans l'histoire, ce genre d'ambiguïté a souvent précédé des opérations majeures, qu'il s'agisse de l'intervention américaine au Koweït en 1990 ou de l'engagement en Syrie au cours de la dernière décennie. À Abuja, la réaction ne se fait pas attendre.
Les autorités nigérianes rejettent la notion de génocide contre les chrétiens, dénonçant une lecture simpliste et dangereuse des crises locales où se mêlent terrorisme, rivalité communautaire, conflits autour de la terre ou du bétail et tensions économiques. Selon elle, aucune communauté religieuse n'est ciblée de façon systématique. Chaque région du Nigeria a sa propre histoire, ses propres dynamiques. Sur l'ensemble du continent africain, l'Union africaine et la CEDEAO tentent de jouer les médiateurs. Mais leur autorité est affaiblie. Les départs successifs du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO ont laissé des cicatrices profondes. Les appels au dialogue restent souvent lettre morte. Dans ce vide, l'AES, cette alliance formée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, émerge et s'affirme en bloc régional indépendant, bousculant l'ordre établi et offrant une alternative au modèle hérité de la colonisation. C'est alors qu'intervient le geste inédit du président Traoré. Plutôt que de recourir aux canaux diplomatiques classiques, il choisit la confrontation directe et publique avec Donald Trump. Une vidéo courte, puissante, qui fait immédiatement le tour des réseaux sociaux, relayée par la jeunesse, analysée par les experts, instrumentalisée parfois par les adversaires comme par les alliés. Ce geste marque une rupture. Il place la question de la souveraineté africaine au centre de l'arène mondiale, face à l'ingérence étrangère. Il rompt avec les codes du passé, où l'influence se négociait dans l'ombre, lors de sommets confidentiels ou de rencontres diplomatiques à huis clos. Aujourd'hui, chaque mot prononcé en public devient une munition dans la guerre des récits. Chaque vidéo virale est capable de renverser l'agenda politique, de déstabiliser des alliances ou de mobiliser des foules entières. Cette séquence explosive révèle la multitude d'acteurs et d'enjeux. Les États-Unis, le Nigeria, les institutions africaines, les nouveaux blocs régionaux, mais aussi une opinion publique de plus en plus connectée, informée et souvent méfiante à l'égard des récits venus de l'étranger. Dans cette cacophonie, un risque majeur se profile, que des récits simplistes, amplifiés ou déformés instrumentalisent la religion pour servir des objectifs cachés. L'histoire regorge d'exemples où la religion a été utilisée comme prétexte pour des interventions. C'est Siam de la guerre d'Irak en 2003, justifiée en partie par la défense des minorités chrétiennes et la lutte contre le terrorisme, à la partition du Soudan en 2011, où des enjeux religieux ont été mis en avant pour dissimuler des intérêts pétroliers et stratégiques. Mais qui tire vraiment les ficelles de cette narration ? Entre stratégie d'influence, jeu de pouvoir et risque de récupération, la bataille ne fait que commencer. Les réseaux sociaux offrent à la fois une tribune et un champ de bataille où se mêlent informations vérifiées, fausses nouvelles, propagande et opinions sincères. Pourquoi le débat prend-il une telle ampleur ? Qui manipule les cartes et dans quel but ? Sous la surface, le bras de fer entre Traoré et Trump masque des enjeux bien plus vastes qu'un simple affrontement entre deux chefs d'État. À Washington, l'ombre des lobbies religieux américains plane sur chaque décision. Depuis de longues années, des groupes évangéliques influents alimentent la rhétorique d'un génocide chrétien au Nigeria. Leur pouvoir de persuasion est immense, pesant sur la politique étrangère américaine, notamment depuis l'élection de Donald Trump. Ces groupes disposent de relais dans le Congrès, financent des campagnes médiatiques et organisent des conférences internationales pour sensibiliser l'opinion et pousser à l'action. Mais réduire la crise nigériane à une question religieuse serait une erreur. Le Nigeria, géant démographique et économique, compte plus de 200 millions d'habitants, soit près du quart de la population africaine. Il possède d'immenses réserves de pétrole et de gaz, des terres agricoles fertiles, un marché intérieur de plus en plus dynamique. Les grandes puissances, qu'elles soient occidentales, asiatiques ou du Golfe, convoitent ce pays clé. Pour Washington, une intervention serait non seulement un acte de protection supposé, mais aussi un moyen de renforcer sa mainmise sur la sécurité régionale et l'accès aux ressources stratégiques. Cependant, toute pression ou ingérence extérieure menace un équilibre interne déjà précaire. Le Nigeria est un pays mosaïque composé de centaines d'ethnies, divisé entre un nord majoritairement musulman et un sud à forte population chrétienne. Les souvenirs de la guerre du Biafra à la fin des années 60, qui a coûté la vie à plus d'1 million de personnes, sont encore vivaces. La moindre étincelle peut attiser d'anciennes rancœurs et raviver les luttes de pouvoir. Les élites nigérianes redoutent que la crise actuelle serve de prétexte à des interventions extérieures susceptibles de déstabiliser profondément le pays. Au même moment, l'Alliance des États du Sahel avance ses pions. En agitant la crise nigériane, elle cherche à s'imposer comme le nouveau rempart contre l'influence occidentale, rejetant à la fois la tutelle française et américaine.
Pour Ibrahim Traoré, interpeller directement Donald Trump, c'est défier ouvertement l'ordre établi, séduire une jeunesse lassée des promesses non tenues et construire une légitimité politique nouvelle pour son mouvement et son pays. Mais la crise nigériane ne se limite pas à ce duel. D'autres puissances étrangères avancent leurs intérêts. La Russie, par exemple, a multiplié les accords de coopération militaire, envoyé des formateurs et proposé des livraisons d'armes. La Turquie investit dans les infrastructures, les écoles, les médias. Les pays du Golfe financent mosquées, hôpitaux et réseaux d'influence. Des sociétés militaires privées comme Wagner ou d'autres agissent dans l'ombre, offrant leurs services aux régimes en difficulté. L'Afrique de l'Ouest devient un échiquier mondial où chaque acteur tente d'avancer ses pièces en profitant des faiblesses locales. Dans ce contexte, la viralité du message de Traoré sur les réseaux sociaux fait monter la tension d'un cran. Sur TikTok, WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter, des millions de jeunes relayant ces mots, créant une onde de choc qui dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Le sentiment partagé est celui d'une crise imminente, d'une manipulation médiatique, où les puissances occidentales apparaissent comme des ennemis à écarter. Pourtant, derrière les proclamations officielles, les contradictions s'accumulent. À Washington, les discours oscillent entre urgence humanitaire et stratégie géopolitique. À Abuja, le gouvernement nie toute persécution organisée, mais peine à rétablir la sécurité dans plusieurs États du centre et du nord. À Ouagadougou, l'AES revendique son autonomie tout en cherchant de nouveaux alliés puissants, parfois au risque de nouvelles dépendances. Chaque camp façonne son récit, mais la vérité s'éloigne à mesure que la crise s'internationalise. Si personne ne questionne ces contradictions, le peuple nigérian et, plus largement, ouest-africain, risque de perdre la maîtrise de son propre destin. L'avenir de la région pourrait être confisqué par des conflits dictés par des intérêts extérieurs ou manipulés par des réseaux d'influence opaques. Mais comment en est-on arrivé à cette escalade ? Pour le comprendre, il faut revenir à la genèse du bras de fer entre Traoré, Trump et les autres puissances et retracer la manière dont le Nigeria est devenu le point focal de toutes les convoitises. Il faut se rappeler les précédents historiques. En 1960, au lendemain des indépendances, de nombreux pays africains ont cru pouvoir définir leur avenir de façon autonome. Mais très vite, les jeux d'influence ont repris, sous d'autres formes, coups d'État téléguidés, interventions militaires étrangères, manipulations économiques. La guerre du Biafra, déjà évoquée, ou l'ingérence française dans les crises ivoiriennes et maliennes, sont autant d'exemples où la souveraineté africaine a été contournée. Aujourd'hui, la nouveauté réside dans la capacité de chaque citoyen à prendre part au débat grâce aux réseaux sociaux. La viralité, jadis perçue comme un facteur de désordre ou de manipulation, devient un outil de mobilisation, de sensibilisation et parfois de résistance. Et si, pour la première fois, depuis longtemps, l'avenir de l'Afrique de l'Ouest ne dépendait plus seulement du bon vouloir des puissances étrangères, mais de la capacité des peuples à s'unir face aux tentations de division. Cette question brûlante s'impose alors que la région arrive à un tournant décisif, comparable à celui des années 60 ou des années 90. 3 scénarios se dessinent. Premier scénario, l'escalade et la polarisation. La fracture s'accroît entre la CEDEAO, affaiblie par le départ de 3 de ses membres fondateurs, et l'Alliance des États du Sahel, jeune mais déterminée. Chacun campe sur ses positions. Les discours de souveraineté se durcissent. La méfiance s'installe. Les capitales étrangères, Moscou, Ankara, Riyad, Pékin, proposent leur appui à certains régimes en quête de partenaires. La coopération régionale s'étiole, les échanges commerciaux ralentissent, la région court le risque d'un isolement progressif sur la scène internationale. Des exemples historiques abondent. L'embargo contre le Zimbabwe dans les années 2000 ou la marginalisation de la Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo ont montré comment la rupture régionale peut précipiter le déclin économique et la montée des tensions internes. Deuxième scénario, les compromis fragiles. Derrière les portes closes, des négociations s'entament entre dirigeants. La rupture ouverte est évitée, mais la défiance demeure. La CEDEAO tente de préserver son influence, l'Alliance du Sahel veut s'affirmer, mais rien ne parvient à apaiser les tensions de fond. Dans les marchés, la hausse du prix du riz, du carburant ou des denrées de base inquiète les familles. Les investisseurs étrangers, face à l'incertitude, retardent leurs projets. Les économies stagnent, l'emploi se fait rare et les citoyens s'interrogent sur la durée de l'impasse. Ce scénario rappelle le blocage politique en République centrafricaine ou au Soudan durant leur transition difficile. Troisième scénario, l'éveil citoyen.
Face à la montée des discours identitaires, à la manipulation des symboles nationaux, les sociétés civiles s'organisent. Des collectifs émergent, associations de jeunes, mouvements de femmes, syndicats, groupes confessionnels prônant le dialogue. Ils exigent plus de transparence, réclament des comptes, dénoncent la manipulation religieuse et appellent à une souveraineté centrée sur les besoins réels des populations. Ce sursaut citoyen pourrait transformer la dynamique régionale, freiner l'emprise étrangère et forcer les gouvernants à revoir leurs priorités. L'exemple du Sénégal, où la société civile a réussi à imposer des réformes électorales en 2012, ou du Burkina Faso lors de l'insurrection populaire de 2014, montre que la mobilisation citoyenne peut renverser la donne. Sur le plan économique, le constat est alarmant. Le commerce ralentit, les prix flambent, les capitaux fuient vers des marchés jugés plus sûrs. L'inflation s'installe, la précarité s'étend. La jeunesse déjà frappée par le chômage voit son avenir s'assombrir. Cette situation rappelle les crises vécues en Grèce après 2008 ou en Argentine dans les années 2000, lorsqu'une instabilité politique chronique s'est traduite par une paupérisation accélérée. Dans cette partie d'échecs, les grandes puissances, Russie, Chine, Turquie, pays du Golfe, avancent leurs pions avec prudence. Chacune cherche à tirer avantage des divisions, à renforcer sa présence, à proposer armes, crédits, accès aux ressources stratégiques. Mais aucune solution ne viendra du dehors, tant que les sociétés ouest-africaines ne redéfiniront pas elles-mêmes les règles du jeu. Tout se joue ici et maintenant. Selon la voie empruntée, l'Afrique de l'Ouest pourrait sombrer dans la division, ou retrouver une stabilité durable et gagner en autonomie sur la scène internationale. L'histoire de l'Asie du Sud-Est, qui a su, malgré ses différences, constituer l'ASEAN pour peser face aux grandes puissances, pourrait servir de modèle. Au cœur de ces scénarios, la question de la souveraineté devient centrale. Jusqu'où les peuples accepteront-ils que leur destin soit écrit ailleurs, au nom de la religion, de la sécurité ou du développement? Comment transformer une crise en levier de maturité collective? Cette question traverse toutes les sociétés qui refusent de laisser leur avenir se décider loin d'elles. Pour y répondre, il existe des étapes concrètes, des principes éprouvés et des exemples inspirants. Première étape, refuser les récits imposés. Lorsqu'une crise éclate, médias étrangers, puissances ou lobbies cherchent à imposer leur lecture. Pourtant, chaque société doit défendre le droit et le devoir de raconter sa propre histoire, avec ses nuances, ses douleurs, ses espoirs. Se méfier des narrations importées, c'est déjà regagner du pouvoir. L'Afrique du Sud, après l'apartheid, a su imposer sa propre lecture du passé par la commission Vérité et Réconciliation, refusant que la mémoire soit écrite de l'extérieur. Deuxième étape, soutenir les médias indépendants. Trop souvent, la désinformation circule plus vite que la vérité, surtout lorsqu'elle vient de chaînes étrangères ou de réseaux sociaux peu modérés. En appuyant les journalistes locaux, en encourageant l'investigation, en développant l'éducation aux médias dès l'école, on renforce la capacité collective à résister à la manipulation. La vérification des faits doit devenir un réflexe partagé, comme en Suède ou en Norvège où l'éducation aux médias est intégrée dès le primaire. Troisième étape, renforcer une coopération régionale authentique, basée sur la transparence et l'inclusion. Les grandes alliances, qu'il s'agisse de la CEDEAO, de l'AES ou d'autres, n'ont de sens que si elles servent les peuples et non quelques élites. L'exemple de la communauté andine ou de l'Union européenne montre que la réussite régionale passe par la consultation citoyenne, la transparence des décisions et l'inclusion de toutes les voix, même discordantes. Quatrième étape, exiger des comptes des dirigeants. Trop de décisions restent opaques, trop de discours sont taillés pour l'étranger, pas pour le peuple. Pourquoi tel partenariat? Pourquoi telle déclaration? Les citoyens doivent pouvoir interroger leurs autorités, réclamer la transparence et s'assurer que les choix faits servent l'intérêt général. Le mouvement Y en a marre au Sénégal ou les forums citoyens au Bénin ont montré l'impact de cette exigence. Cinquième étape, bâtir des institutions solides. La souveraineté ne se limite pas aux symboles ou aux discours. Elle se construit dans des institutions capables de protéger chaque citoyen, quelle que soit sa religion, sa région, son opinion. Sans cela, la région risque de rester enfermée dans un jeu de forces étrangères, piégée dans un cycle sans fin de manipulation. L'exemple du Botswana, qui a su construire une administration efficace et transparente, prouve qu'il est possible de résister à la captation étrangère. Si ces pistes sont négligées, l'Afrique de l'Ouest restera vulnérable aux ingérences et chaque crise deviendra une opportunité pour les puissances extérieures d'imposer leur volonté.
Mais si elles sont saisies, chaque crise peut se transformer en tremplin vers une autodétermination réelle et durable, un laboratoire de maturité collective. Saisir ces opportunités suppose un courage politique et citoyen. Il faut remettre en cause des habitudes séculaires, des dépendances économiques, des réflexes de soumission. Car, sur la scène ouest-africaine, chaque mot, chaque silence, chaque vidéo virale pèse lourd dans la bataille pour l'avenir. La souveraineté africaine commence là où l'information ne s'arrête pas au discours officiel, mais germe dans le débat public, s'amplifie et devient un outil de résistance face aux récits imposés. Le président Traoré, en s'adressant directement à Donald Trump, ne se contente pas d'interpeller un dirigeant étranger. Il brise un code, rappelle que la voix africaine n'a plus vocation à demeurer un simple écho, mais doit s'affirmer comme force motrice dans le concert des nations. Dans l'ombre des projecteurs, le véritable affrontement ne se joue pas seulement entre États. Il se niche dans nos débats, dans chaque analyse partagée, dans le refus de laisser la manipulation s'insinuer dans l'espace public. Ici, chaque mot devient une arme de souveraineté, chaque vidéo une leçon d'autodétermination. En Afrique de l'Ouest, chaque déclaration en place publique, chaque clip partagé sur nos réseaux façonne les perceptions et les alliances de demain. La viralité n'est plus une menace, c'est une opportunité de réécrire notre histoire, de reprendre le contrôle du récit, malgré les scénarios écrits ailleurs. Ignorer ces enjeux, c'est accepter que d'autres définissent notre trajectoire, selon leur propre grille de lecture, leurs intérêts stratégiques ou économiques, ou leur vision du monde. Ouvrir la porte à des intérêts extérieurs, qu'ils soient politiques, économiques ou religieux, c'est risquer de voir notre avenir confisqué. Le silence n'a jamais été neutre. Il favorise l'effacement des volontés populaires, la propagation de fausses nouvelles et l'instrumentalisation de nos divisions. Refuser le débat, c'est abandonner le terrain à ceux qui veulent manipuler nos peurs. Aujourd'hui, la véritable force réside dans la vigilance collective, la prise de parole citoyenne, l'engagement pour la transparence et la vérité. Refuser l'autocensure, interroger les narratifs venus d'ailleurs, débattre sans relâche, c'est ainsi que l'on protège notre capacité à choisir l'avenir. Car si nous laissons le débat s'éteindre, si nous abandonnons le terrain de la parole publique, d'autres écriront notre destin à notre place. Pourtant, chaque citoyen, chaque témoin, chaque internaute porte une part de cette souveraineté à défendre. C'est dans la multiplication des initiatives locales, dans le courage de la parole, dans la vigilance face aux manipulations, que se construit la véritable autonomie collective. Au cœur de ces tensions, de ces choix, de ces débats, s'invente la réelle autodétermination. Ne laissons personne confisquer la parole, ni détourner les débats pour servir des intérêts qui ne nous concernent pas. Car c'est par la parole, l'engagement et la lucidité que l'Afrique de l'Ouest gagnera sa place, non plus en tant que terrain de jeu des puissances, mais comme actrice souveraine du dialogue mondial.